Cohen. Bonjour Lionel Jospin. Bonjour. Vous avez quitté la politique active il y a 18 ans au soir du 21 avril 2002, mais la politique ne vous a pas quitté, vous l'avez observé, commenté avec parcimonie, puis plus du tout pendant vos 4 années au Conseil constitutionnel. Libéré de votre devoir de réserve, vous reprenez la plume et la parole, la plume, pour ce livre Un temps troublé qui vient de paraître au Seuil, dans lequel vous analysez les secousses politiques qui ont conduit à l'élection d'Emmanuel Macron, puis la désillusion d'aujourd'hui à l'égard d'un président dont la promesse de nouveau monde est restée sans lendemain. Ce n'est pas un réquisitoire, vous lui trouvez des qualités à ce président, mais c'est encore une énigme, le macronisme, comme l'ont traité plusieurs journaux ces derniers jours, Lionel Jospin. J'essaye d'apporter mon analyse à cette énigme, mais même si vous m'avez invité pour un livre et non pas pour parler de l'actualité, je ne voudrais pas que ceux qui nous écoutent pensent que je suis indifférent à ce que je viens d'entendre sur l'insécurité ou sur le Covid. Sur le Covid, je ne peux que relayer le message de ceux qui appellent à ce que les Français, et notamment les jeunes, soient vigilants, respectent les gestes barrières. Et puis aussi, la tâche du gouvernement, c'est de mener une politique de test qui soit efficace et intelligente. Sur l'insécurité, M. Darmanin est ministre de l'Intérieur. Il n'est pas simplement commentateur de l'insécurité. Quant à la politique du chiffre, puisqu'il s'inspirerait de Nicolas Sarkozy, c'est sous Nicolas Sarkozy que le nombre des policiers a diminué de 13 000. Est-ce qu'il y a une manière de droite ou de gauche de lutter contre la délinquance ? Peut-être, mais en tout cas, on ne peut pas aborder le problème de la délinquance sous un angle idéologique. Il faut des policiers bien formés, il faut des policiers respectueux aussi de leur mission et de leurs principes. Et puis il faut agir sur des causes profondes aussi qui nourrissent l'insécurité sans excuser aucun des comportements individuels, criminels ou délictueux, bien sûr. Vous aviez instauré quelque chose qui a fait ensuite beaucoup débat, qui a été supprimé, la police de proximité. D'autres gouvernements ensuite y sont revenus. Vous pensez que c'est encore quelque chose qui est important dans ce combat-là, Monsieur Jospin ? Je pense que c'est dommage que la police de proximité ait été caricaturée et qu'elle ait été surtout supprimée, parce que c'était une façon de mettre les policiers dans les quartiers, de faire qu'ils soient connus, de fidéliser, si vous voulez. On en parle à nouveau, je vois, aux responsables aujourd'hui d'agir du mieux possible. Alors, l'énigme du macronisme, votre analyse à vous, Lionel Jospin, c'est que ce président, vous le renvoyez en quelque sorte à un ancien monde, celui d'un modèle néolibéral, anachronique à vos yeux. Qu'est-ce que c'est néolibéral ? C'est une politique de droite ? Être néolibéral, c'est considérer que l'État doit s'effacer, laisser le libre jeu aux forces du marché et même seconder d'une certaine façon les forces du marché. Se réformer lui-même en s'inspirant de la gestion des entreprises privées. Je pense que ça n'est pas adapté à la période. Mais je pense aussi plus largement que si le macronisme, pour parler ainsi, est un peu énigmatique, cela s'explique. Pendant un temps, il y a eu le discours sur le nouveau monde qui allait supplanter l'ancien monde. Et puis la désillusion, ce que j'appelle la chimère, s'est évanouie. Et alors maintenant, ce qui frappe, c'est que Emmanuel Macron n'est pas inscrit dans l'histoire. Il est le produit d'un moment. Et il n'est pas intéressé non plus, semble-t-il, par le développement d'un mouvement collectif. Inscrit dans l'histoire, on pense à De Gaulle. Inscrit dans un mouvement collectif, on pense à Mitterrand, en redécouvrant le socialisme, en quelque sorte. Et au fond, sous le macronisme, on trouve toujours Macron, parce qu'il s'agit d'une aventure, ou si l'on préfère un mot plus beau ou plus indulgent, d'un destin purement individuel. Et c'est ça qui crée aujourd'hui, je pense, la difficulté devant laquelle se trouve en partie la France lorsqu'elle aura à faire des choix. Je reviens à la politique économique. Est-ce que vous pensez que la politique suivie aujourd'hui met le modèle social français en péril, comme le dit la gauche ? Vous avez dit tout à l'heure que le modèle néolibéral, c'est un modèle où l'État s'efface. Vous trouvez que l'État s'est beaucoup effacé depuis 2017 et l'élection d'Emmanuel Macron ? Depuis 2017, oui.
Dans la crise actuelle, non. Là, c'est le renversement, si vous voulez. Mais ce n'est pas l'idéologie qui a changé ou qui détermine les actes du gouvernement. Ce sont les faits qui commandent. Ce serait une crise extraordinaire avec des conséquences sociales bouleversantes si les États, partout, et pas seulement en France, n'étaient pas intervenus. Donc, à mon avis, on portera mieux jugement sur ce que j'ai appelé ce logiciel, que j'ai dit anachronique, lorsque on sortira de la crise. Et je suis frappé que des questions comme l'inégalité, des questions comme la conditionnalité pour les aides aux entreprises ne soient pas très présentes dans le discours et dans la pratique gouvernementale. Donc, aujourd'hui, les faits commandent. Le néolibéralisme n'aurait pas de sens puisque les marchés sont eux-mêmes impuissantés. Mais comment sortira-t-on de la crise? Vers quel modèle futur? C'est ça qui nous permettra peut-être de lever l'énigme. Êtes-vous si sûr que Emmanuel Macron ne s'inscrit pas dans un mouvement plus large? Parce que la politique de l'offre, celle qui consiste à soutenir les entreprises, ce que Dominique Strauss-Kahn appelait le socialisme de production, cette politique-là est-elle si différente de celle que vous avez menée ou de ce qui a été fait sous le quinquennat de François Hollande avec le CICE? Dominique Strauss-Kahn se reconnaîtra ou non dans cette définition du socialisme de production correspondant c'est lui qui avait inventé la formule. À la politique de l'offre. Oui, mais lui, il n'a pas dit la politique de l'offre. Non. Quant au CICE, bon, ça appartient au quinquennat d'Hollande sur lequel je me suis exprimé également dans ce livre. Non, aider les entreprises est normal puisqu'elles contribuent à aider des emplois, à condition de ne pas oublier que dans les entreprises, il n'y a pas simplement les patrons et encore moins les actionnaires, mais aussi les salariés qui créent finalement la richesse. Et d'autre part, une politique de l'offre, si en face on ne met pas une demande, aboutit à un échec. Pour que les entreprises produisent, elles ont dans la situation actuelle besoin d'être aidées. Mais pour qu'elles trouvent des marchés, il faut aussi qu'il y ait une demande en face. Et c'est cette politique que je trouve aujourd'hui, enfin, surtout hier, aujourd'hui, la question est posée, insuffisamment équilibrée. Lionel Jospin, Un temps troublé, c'est votre livre. Vous restez avec nous, on va poursuivre cet entretien. Avec notre invité Lionel Jospin, auteur d'un livre qui fait événement, cette rentrée, Un temps troublé au Seuil, ancien Premier ministre, toujours membre du Parti Socialiste. Oui. Parti que vous avez dirigé pendant 9 ans et où vous restez, écrivez-vous, par fidélité. Par fidélité, parce que je ne veux pas non plus sembler bénir un certain nombre de comportements opportunistes, de ralliements opportunistes, et puis aussi parce que je pense que le socialisme démocratique irrigué par la préoccupation écologique est une pensée qui correspond aux besoins du temps et qui n'est pas, elle, donc, anachronique. L'opportunisme politique, il est celui de... Il y en a pas mal chez ceux avec qui vous avez travaillé, Bertrand Delanoë, Manuel Valls, c'est aussi Florence Parly, Alain Richard qui ont été vos ministres et qui ont rejoint Emmanuel Macron pour la plupart au moment de la dernière présidentielle. Ça aurait pu vous effleurer l'esprit ou pas du tout, M. Jospin? Non, certainement pas. Bertrand Delanoë, il est à Bizerte aujourd'hui, il n'est pas dans le gouvernement, contrairement à Florence Parly, par exemple. Oui, donc Bertrand Delanoë a toujours insisté, je crois, mais je ne veux pas parler à sa place, sur le manque de dimension sociale, quand même, du macronisme. Du coup, il ne s'est pas engagé. Non, mais il a appelé à voter Emmanuel Macron. C'est l'instant. Avant le premier tour de la présidentielle. Le vote est un geste d'un moment important, mais il ne s'est pas engagé dans l'aventure dont je parlais tout à l'heure. Mais c'est vrai que le Parti socialiste aujourd'hui n'est plus la force motrice qu'il fut hier, notamment dans l'optique des rassemblements. Et moi, je l'invite à retrouver son éclat, c'est-à-dire au fond à travailler, à réfléchir, à apporter des réponses. Ce qu'il n'a pas beaucoup fait ces dernières années. Bon, il l'a fait, j'imagine, mais il doit sans doute à nouveau reprendre ce chemin. Pour autant, le Parti socialiste, s'il n'a pas la force motrice d'hier, garde une certaine centralité. On l'a vu d'ailleurs avec le résultat des élections municipales, où il a gagné dans des villes importantes et où il a aidé à gagner. Alors, le paradoxe, de toute façon, il est pour toute la gauche. La gauche, aujourd'hui, elle est minoritaire en France.
Mais elle a toujours été minoritaire dans son histoire. Elle est minoritaire en France, mais en réalité, elle est la force, et peut-être la seule. Si Emmanuel Macron continue à vouloir aspirer la force qui se situe chez les Républicains et à droite, comme tout le monde dit, en tout cas les observateurs politiques qui veulent le faire, ça veut dire que la gauche est la seule force susceptible d'empêcher la répétition du tête-à-tête Emmanuel Macron, Marine Le Pen, dont ils disent, semble-t-il, ne pas vouloir. Alors à quelles conditions la gauche peut espérer gagner ? Les seules circonstances historiques en dehors de 1945 où elle dominait l'échiquier parlementaire avec De Gaulle, il est vrai, mais distincte de De Gaulle. Les seuls moments où la gauche a gagné, c'est quand elle s'est rassemblée. Et donc cette démarche qu'il faut reprendre. Et cela suppose, je l'ai dit, que les leaders s'entendent, que les programmes se rapprochent, parce qu'aucun ne peut gagner seul. Mais ils ont une responsabilité considérable qui est d'éviter la répétition de ce face-à-face, d'éviter aussi le risque Le Pen, si les Français sont trop irrités par la politique d'Emmanuel Macron. Et donc, il faut qu'ils soient à la hauteur de cette responsabilité. Pour se rassembler derrière un ou une candidate à l'élection présidentielle, vous savez à quel point il est difficile d'effacer ses égos. À propos des écologistes, d'ailleurs, à un moment dans le livre, vous dites l'écologie qui se transforme parfois en égologie. Donc... Non, je ne vois pas. Non. Non, vous ne dites pas ça ? Non. Alors j'ai mal lu. Oui, absolument. Ah non. Alors je me trompe. J'ai rappelé les discussions nombreuses qui avaient pu avoir lieu au sein du mouvement écologiste, mais parler d'égologie, non, jamais. Je ne m'exprime pas comme ça. Là, je m'excuse auprès de vous, vérifiez, mais ça m'étonnerait beaucoup. Je vous crois, j'ai dû lire plusieurs choses et j'ai dû confondre. Mais en tout cas, les guerres d'ego il est clair que s'il y a plusieurs candidats de la gauche et des écologistes avec des programmes différents et qu'ils sont nécessairement dans une compétition, ils regarderont passer le train dans lequel seront installés dans une posture à la fois complice et antagoniste Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Donc, si l'on veut rompre avec le productivisme et engager véritablement une politique de transition écologique, et si on veut d'autre part lutter contre les inégalités et mieux réguler l'économie, la responsabilité de l'ensemble de ces forces, l'aspiration, j'imagine, de leurs adhérents ou de leurs militants, mais en tout cas, les décisions de leurs dirigeants seront fondamentales et elles doivent aller dans le sens d'un rassemblement et peut-être d'un candidat unique, en tout cas pas d'une multiplication de candidats dont je suis bien placé pour apprécier la nocivité. Notamment en 2002. Autre thème abordé dans votre livre, Monsieur Jospin, où il y a une partie sur les relations internationales, la diplomatie, les démocraties face au despotisme. Pour prendre l'exemple de la Russie, vous ne croyez pas qu'un Occident plus conciliant, plus accommodant aurait changé la nature du régime russe et du pouvoir ou de l'action de Vladimir Poutine? Alors, ce que je pense, c'est que la façon dont le capitalisme a été introduit en Russie, à l'époque de Yeltsin, et la politique des gouvernements occidentaux à l'époque, et des forces de marché, a été effectivement irresponsable. La transition a été beaucoup trop brutale. Non, ça, je le pense, il y a cette responsabilité-là. Mais je dis en même temps que ce n'est pas ça qui a fait l'évolution du régime et comment dirais-je, le maintien dans une structure autoritaire du système russe. Mais ce qui moi, j'évoque et j'évoque dans mon livre 3 confrontations entre les démocraties et les despotismes, mais aussi entre les migrations et les nations, d'une part, et d'autre part, entre l'expansion de l'homme sur la Terre et la sauvegarde de la vie. Et donc, ces chapitres, je ne parle pas uniquement de la vie politique française. En ce qui concerne cette dimension, démocratie versus despotisme, moi, je vois bien qu'il y a une certaine crise de la démocratie. Quel est le principe de la démocratie? C'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et le peuple pense que 2 des derniers éléments
par le peuple et pour le peuple manque. Et donc, il y a un malaise. Et donc, il peut y avoir une séduction autoritaire. Et ce que j'essaye de montrer dans mon livre, en démystifiant les régimes de dictature, en Chine ou autoritaire en Russie, c'est que la perte des libertés individuelles et collectives serait un recul formidable pour les pays, pour les populations qui vivent dans les pays démocratiques, et que, au fond, ces régimes despotiques, leur ennemi, c'est le peuple. On l'a vu à la façon dont ont été écrasés un certain nombre de mouvements, que ce soit dans le printemps arabe ou ailleurs, et on voit encore ce qui se joue, par exemple en Biélorussie aujourd'hui. Mais je ne suis pas pour une guerre froide idéologique. Je suis pour une confrontation des idées. Je suis aussi pour une politique réaliste, lorsqu'il y a des menaces, par exemple pour nos systèmes de sécurité, de cybersécurité. Voilà, c'est ça ma position. Un dernier mot, Monsieur Jospin. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de la lire, il y a une critique de votre livre qui paraît dans Le Monde aujourd'hui, sous la plume de Solène de Royer, qui qui salue votre hauteur de vue sur les affaires françaises et les affaires du monde, et qui trouve à ce livre que vous avez fait une forme de sagesse mélancolique. Mélancolie de ne plus être un acteur de premier plan et de ne plus avoir de perspective d'exercer le pouvoir. Il y a de la mélancolie chez vous aujourd'hui ? Donc je comprends que c'est un livre de critique au sens étymologique du terme, en quelque sorte. Hein ? Ce n'est pas une critique, ce n'est pas une charge. Non, pas du tout. C'est une critique, c'est une recension. Je pense qu'à l'âge que j'ai atteint, la sagesse doit être une vertu quotidienne. Oui. Et la mélancolie ? À la mélancolie, non. J'ai opposé à la mélancolie le regret de ce que nous aurions peut-être pu faire après 2002, si nous ne nous étions pas dividés. Mais non, j'ai pas la mélancolie, parce que quand je me tourne vers mon passé, ne sachant pas quel sera mon avenir, il est chargé d'énergie, de belles choses, justement d'une vraie aventure collective. Pas de la recherche d'un destin ou d'une réussite individuelle, mais d'un vrai engagement collectif. Et donc, non, pas de... La mélancolie doit être en surface, elle n'est pas là en profondeur. Merci Monsieur Jospin, merci Lionel Jospin d'être venu en direct au micro d'Europe 1. Un temps troublé paraît